Il y a des films qui divertissent, des films qui émeuvent, et puis des films qui changent les règles du jeu pour toujours. Le Parrain appartient à cette troisième catégorie, celui que personne ne voulait produire, celui qui a failli couler avant même de commencer, celui que le studio a tenté de saboter de l'intérieur, et qui a quand même fini par devenir l'étalon à l'aune duquel on mesure tout ce qui a suivi. Aujourd'hui, on va parler de 15 anecdotes que vous ne connaissiez peut-être pas sur ce chef-d'œuvre, en commençant par le vrai début de l'histoire, le chaos absolu qui a précédé son existence. Numéro 15, le film que personne à Hollywood ne voulait faire. Quand Paramount Pictures a décidé de miser sur Le Parrain au début des années 70, c'était par désespoir bien plus que par conviction. Le studio traversait une crise financière sérieuse et avait besoin d'un succès en urgence. Le roman de Mario Puzo trônait sur les listes de best-sellers, mais les dirigeants n'y voyaient pas du matériau cinématographique de qualité. Ils le considéraient comme de la pulp fiction, à peine déguisée en drame familial. Et s'ils en avaient eu la possibilité, le film qui en serait résulté n'aurait eu aucun rapport avec ce qui a finalement été diffusé. Le premier réflexe du studio fut de moderniser complètement le récit. Les films d'époque coûtaient trop cher et la solution évidente était de transposer l'histoire à l'époque contemporaine. Remplacer les chapeaux à large bord par la mode des années 70 et transformer le drame de l'après-guerre en un thriller urbain plus accessible. Francis Ford Coppola a combattu cette idée avec une obstination qui l'a mise en danger plus d'une fois. Son argument était simple mais imparable. Retirer le contexte de l'après-guerre américain, c'était arracher l'âme à l'histoire. Ce que Puzo avait construit était une tragédie shakespearienne en costume rayé, et elle avait besoin de son époque pour fonctionner comme métaphore du rêve américain et de ses contradictions les plus sombres. Coppola n'était pas non plus le premier choix du studio pour réaliser le film, ni le deuxième, ni le cinquième. Pratiquement chaque réalisateur ayant un certain prestige à Hollywood avait refusé le projet avant qu'il n'arrive entre ses mains. On lui a finalement proposé le fauteuil parce qu'il était jeune, relativement bon marché, et surtout parce que les dirigeants calculaient qu'il serait facile à contrôler. Ils se sont trompés sur chaque point de cette analyse. Le studio détestait aussi le casting que Coppola constituait. Marlon Brando était considéré comme un acteur fini, difficile, cher et imprévisible. Al Pacino était un parfait inconnu sur grand écran. À un moment des délibérations internes, le nom d'Ernest Borgnine avait même sérieusement circulé pour incarner Don Vito Corleone. Relisez ça, Ernest Borgnine. Quand les caméras ont commencé à tourner, Paramount avait des réalisateurs de remplacement en attente dans l'ombre. Coppola décrivait chaque visite des dirigeants sur le plateau comme une exécution anticipée. Et quand le matériau terminé est arrivé, les critiques ont continué. Les ombres étaient trop sombres, le rythme trop lent, la musique de Nino Rota trop italianisante. Les mémos de remarques ne s'arrêtaient pas et Coppola les ignorait un par un. Le film a survécu parce que Coppola, Gordon Willis et Brando ont fait bloc autour de la vision originale et ont refusé de céder à la panique corporative. Quand le film a explosé en phénomène culturel sans précédent, les mêmes dirigeants qui avaient tenté de l'étouffer ont trouvé le moyen de s'en attribuer le mérite. C'est ainsi que fonctionne le pouvoir dans le cinéma, presque exactement comme dans la fiction qu'ils avaient essayé de détruire. Ce qui rend cette histoire particulièrement remarquable, ce n'est pas qu'elle soit un cas isolé dans l'histoire d'Hollywood, mais c'est l'un des plus extrêmes. Rarement, le fossé entre ce que le système institutionnel voulait et ce que le résultat final a livré a été aussi profond et aussi mesurable. Le studio voulait quelque chose de sûr, de rentable et d'oubliable. Ce qu'il a obtenu, c'est un film qui, un demi-siècle plus tard, définit encore les termes du débat quand on parle de cinéma américain. Au fond, l'histoire du Parrain est aussi l'histoire de ce qui se passe quand les artistes refusent d'obéir. Et pourquoi cette désobéissance est parfois le seul chemin vers quelque chose qui en vaut la peine. Numéro 14, le fauteuil vide, quand gagner un Oscar est devenu un acte de résistance politique. En 1973, Marlon Brando a transformé la nuit des récompenses de l'Académie en quelque chose qu'elle n'avait jamais été, et il l'a fait sans y paraître. Son interprétation de Vito Corleone était si manifestement supérieure que la statuette semblait une formalité. Le monde du cinéma attendait de voir le grand Brando monter sur scène. À la place, il a offert l'un des moments les plus audacieux de l'histoire de la cérémonie. Brando a délibérément boycotté les prix, furieux contre la longue histoire d'Hollywood de représentation dégradante des Amérindiens. Il a décidé que cette grand-messe médiatique était le théâtre idéal pour une déclaration impossible à ignorer. À sa place, il a envoyé Sachin Littlefeather, une militante apache de 27 ans, qui est montée sur scène sous le regard stupéfait de l'Assemblée. Quand le présentateur lui a tendu la statuette,
Elle l'a refusé avec un calme qui s'est révélé plus puissant que n'importe quel discours. Elle portait 15 pages rédigées par Brando, mais les producteurs l'avaient prévenue qu'elle avait 60 secondes, ou on la ferait quitter la scène. Sereine et sans hésiter, elle a parlé du traitement réservé aux peuples autochtones par l'industrie. La salle ne savait pas comment réagir. Il y eut des huées, des applaudissements et un silence gêné qui disait tout. Avant cette nuit-là, les Oscars étaient essentiellement une cérémonie d'autosatisfaction glamour. Après, la porte est restée ouverte pour toujours. Les prix devenaient une scène politique où les causes pouvaient réclamer l'attention devant 100 millions de téléspectateurs. Tout a commencé avec un fauteuil vide, une statuette refusée et une femme debout sous les projecteurs, seule et parfaitement calme. Sachin Littlefeather a été conspuée par une partie du public ce soir-là et applaudie par une autre. Des décennies plus tard, en 2022, l'Académie des arts et sciences du cinéma lui a présenté des excuses formelles pour le traitement qu'elle avait subi ce soir-là et dans les années qui avaient suivi. Elle a accepté ses excuses avec la même dignité que celle avec laquelle elle était montée sur scène un demi-siècle auparavant. Brando n'a pas vécu pour le voir, mais le moment qu'il avait orchestré depuis son absence a laissé une marque que le temps n'a pas effacée mais amplifiée. Numéro 13, la tête de cheval, la frontière entre le cinéma et l'horreur réelle. Peu de scènes dans l'histoire du cinéma se sont installées dans l'imaginaire collectif avec une telle persistance. Le producteur Jack Waltz se réveillant dans des draps de soie et découvrant quelque chose que personne ne devrait jamais trouver dans son lit. La scène est un cauchemar pur, et la terreur qu'elle dégage tient en grande partie à des décisions qui ont dangereusement brouillé la frontière entre représentation et réalité. Le département des accessoires avait fabriqué une tête artificielle, techniquement correcte, visuellement acceptable. Coppola l'a regardée et l'a écartée. Elle lui semblait digne d'un spectacle de patronage. Il voulait que le public sente que les Corleone pouvaient réellement atteindre l'autre côté de l'écran. Il a donc donné l'ordre, trouver une vraie tête. L'équipe a localisé la tête d'un cheval, déjà destiné à l'abattoir. On l'a conservée au froid jusqu'au tournage. John Marley avait passé la journée à répéter avec l'accessoire artificiel, à l'aise, avec le rythme de sa réaction parfaitement calibré. Puis, pendant qu'il était absent, l'équipe a effectué le remplacement. Quand Marley a retiré les draps et découvert ce qu'il y avait dessous, sa réaction a été bien plus intense que tout ce qui avait été répété. Coppola a maintenu les caméras en marche et a capturé l'instinct pur d'un homme genuinement sous le choc. La scène a fonctionné parce qu'elle était réelle là où ça comptait le plus. Une démonstration que la frontière entre l'art et le perturbant n'est pas toujours aussi nette qu'on voudrait le croire. Numéro 12. La fusillade au péage, 100 000 $ pour une minute de chaos. En 1972, mourir au cinéma était une affaire propre. Le sang était suggéré plutôt que montré. Les corps tombaient avec une élégance qui n'avait pas grand-chose à voir avec la violence réelle. Et puis Coppola a construit un poste de péage et y a déversé une telle quantité de balles que la mort de Sonny Corleone est devenue une expérience viscérale dont aucun spectateur dans la salle ne pouvait se protéger. Le budget de la séquence était de 100 000 $ de 1972, soit plus de 700 000 € en valeur actuelle. Tout ça pour moins de 2 minutes à l'écran. James Caan portait cousu sur le corps de multiples explosifs à charge pyrotechnique simulant des impacts de balles. Un technicien les contrôlait depuis un tableau de détonation en activant chaque charge dans la séquence précise. Une seule erreur de synchronisation et il fallait tout démonter. Caan a déclaré des années plus tard que tourner cette séquence avait été l'une des expériences les plus intenses de sa carrière. Le public de 1972 est sorti des cinémas après avoir vu quelque chose qui ressemblait dangereusement à une vraie mort. La séquence du péage a redéfini les standards de la violence cinématographique et ouvert une porte par laquelle allaient s'engouffrer des décennies de films de plus en plus décidés à ne pas édulcorer ce que signifie la violence. Avant Sonny Corleone, les personnages mouraient avec dignité. Après lui, cette option a été retirée de la table. Numéro 11. Le prince des ténèbres, l'homme qui a volé la lumière à Hollywood. En 1972, le cinéma américain fonctionnait selon un principe quasi dogmatique. Illumer l'acteur complètement, faire en sorte que le public voit chaque geste, chaque micro-expression. Gordon Willis est arrivé sur Le Parrain avec une philosophie radicalement opposée, et ce qu'il a fait avec la caméra et la lumière a changé pour toujours la grammaire visuelle du cinéma de genre. Willis a délibérément sous-exposé la pellicule et placé les sources lumineuses au-dessus des acteurs, générant des ombres profondes qui tombaient sur leurs yeux et les dissimulaient. Pour lui, c'était de la narration pure. Si vous ne pouvez pas voir les yeux d'un homme, vous ne savez pas ce qu'il pense. Et dans un film sur la trahison et les secrets, cette incertitude visuelle était exactement ce que l'histoire réclamait.
Quand les dirigeants de Paramount ont vu le matériau brut, la panique a été immédiate, trop sombre, incompatible avec les standards du marché. Ils ont fait pression sur Coppola pour ordonner de nouveaux tournages avec un éclairage conventionnel. Coppola a refusé. Willis avait aussi baigné les scènes des années 40 dans une tonalité ambrée aussi épaisse qu'une vieille photographie. Ça aussi, ça a été rejeté lors des projections internes. Ça aussi, ça a fini par être reconnu comme l'une des décisions visuelles les plus audacieuses et les plus influentes de l'histoire du cinéma américain. L'industrie a donné à Willis le surnom de Prince des Ténèbres et il l'a porté comme un titre de noblesse mérité. Son travail a influencé French Connection, le cinéma noir des années 80 et 90, et des productions comme Les Sopranos. Ceux d'entre nous qui ont grandi en regardant Le Parrain sur d'antiques téléviseurs cathodiques pensaient qu'il y avait un problème avec l'appareil. Non, c'était du pur art. Il y a quelque chose de profondément subversif dans ce que Willis a réussi à convaincre une industrie obsédée par la visibilité. Que la chose la plus puissante qu'on puisse faire avec une caméra, c'est cacher, qu'un visage à demi plongé dans l'ombre en dit plus sur le mystère d'une personne que le même visage éclairé sous 4 angles différents. C'est une leçon que le cinéma apprend encore. Numéro 10, le mariage Corleone, quand la fiction s'est construite avec de la mémoire vraie. Peu de séquences au cinéma parviennent à vous donner le sentiment d'avoir vraiment été invité à quelque chose qui n'existe pas. Le mariage qui ouvre Le Parrain se ressent comme vécu, comme précis, comme réel, comme si les caméras s'étaient introduites sans permission, dans une vraie célébration. Ce n'était pas un hasard. Coppola a rejeté l'idée de figurants conventionnels entraînés à simuler la joie. Il a recruté de vraies familles italo-américaines de Staten Island et du New Jersey, des gens qui savaient exactement ce que ressentait un mariage de cette tradition parce qu'ils l'avaient vécu de l'intérieur. Le résultat était une énergie et une chaleur qu'aucun directeur de foule n'aurait pu fabriquer de toutes pièces. Les tables étaient chargées de plats qui semblaient faits maison parce qu'ils l'étaient en grande partie. La musique, la danse, les conversations dans les coins du cadre, tout avait la texture de la mémoire culturelle. La Ligue italo-américaine des droits civiques a collaboré pour garantir que la représentation soit respectueuse et cette collaboration a donné à la séquence une dimension de légitimité que l'argent seul ne peut pas acheter. Coppola est allé encore plus loin. Sa sœur Talia Shire jouait la mariée, sa fille Sophia apparaissait en tant que bébé du baptême. Ses parents et ses cousins peuplaient le fond de la célébration. En entremêlant sa propre généalogie dans la généalogie fictive des Corleone, Coppola a capturé quelque chose que les caméras atteignent rarement, l'intimité genuinement vécue. Et c'est cette intimité qui explique pourquoi la violence qui suit fait si mal. D'abord, il vous convainc que c'est votre famille. Ensuite, il vous montre ce qui arrive aux familles. Numéro 9, les oranges, le symbole que personne n'a planifié et que tout le monde a fini par voir. L'une des théories les plus commentées par les amateurs du Parrain tourne autour d'un fruit. Les oranges apparaissent de manière répétée tout au long du film, toujours avant qu'il se passe quelque chose de mauvais. Une touche de couleur chaude dans un monde de brun et de doré qui fonctionne comme un signal d'alarme. L'ironie, c'est que personne ne l'avait planifié. Le chef décorateur Dean Tavoularis utilisait des oranges pour une raison purement visuelle. C'était la seule couleur suffisamment vive pour contraster avec la palette sombre qui dominait l'esthétique. Pas de symbolisme, pas d'intention narrative. Mais alors, le film a été monté et le motif est apparu tout seul, comme si l'histoire avait décidé de ses propres symboles indépendamment de ceux qui la construisaient. Lors du dîner chez Jack Waltz, un bol d'orange trône sur la table. Peu après, une tête de cheval apparaît dans ses draps. Vito Corleone s'arrête pour acheter des oranges quelques instants avant que les tueurs ne l'atteignent. Le fruit roule sur le pavé pendant qu'il tombe. Lors de la réunion des 5 familles, les corbeilles de fruits ornent la table entourant des hommes, dont le destin est déjà scellé. Et dans sa dernière scène au jardin, Vito joue avec son petit-fils, se glissant une écorce d'orange entre les dents pour faire une grimace de monstre qui fait rire l'enfant. Puis le cœur lâche, puis le sol. Coppola a admis que la répétition avait été totalement accidentelle. Il ne s'en était pas rendu compte avant le montage, mais une fois qu'ils avaient vu le motif, ils l'avaient embrassé et utilisé délibérément dans la 2e et la 3e partie. Le symbole le plus reconnaissable de la saga a commencé comme décoration d'accessoires. Une fois qu'on le voit, l'étal de fruits ne semble plus jamais innocent. Numéro 8, la connexion, Sinatra, l'identité que personne n'a jamais reconnue officiellement. Pendant des décennies,
Le Parrain a porté l'un des rumeurs les plus persistantes d'Hollywood, que le personnage de Johnny Fontane, le chanteur sur le déclin qui relance sa carrière grâce à l'intervention obscure du Parrain, était un portrait à peine voilé de Frank Sinatra. Les parallèles étaient difficiles à ignorer. Fontane est un crooner dont la carrière stagne, avant de connaître un retour miraculeux, après qu'une personne ayant les bonnes connexions ait tiré les ficelles. La trajectoire de Sinatra dans les années 50 comprend exactement ce type d'histoire, une disgrâce suivie d'un retour explosif avec tant qu'il y aura des hommes, toujours accompagnés de murmures sur des influences qu'il ne convenait pas d'examiner de trop près. Ces murmures n'ont jamais été prouvés et Sinatra les a niés jusqu'à la fin de sa vie. Selon la version de Puzo, Sinatra l'avait confronté au restaurant Shazens de Beverly Hills avant le début du tournage. Il aurait explosé, lancé des insultes et fait comprendre très clairement qu'il pensait que le personnage était basé sur lui. Puzo a insisté sur le fait que non, Johnny Fontane était un composite de plusieurs carrières et plusieurs histoires de pouvoir. Mais il a aussi admis qu'il comprenait parfaitement pourquoi Sinatra le prenait personnellement. Le studio a engagé Al Martino et a laissé le public faire le lien par lui-même. La controverse est devenue une partie de la mystique du film et la leçon qui est restée en suspens était troublante. Parfois, les personnages les plus dangereux ne sont pas ceux qui tiennent l'arme, mais ceux que tout le monde reconnaît dès qu'ils apparaissent à l'écran. Numéro 7. Le mot qu'on n'a jamais prononcé, l'accord qui a amélioré le film sans le vouloir. Vous pouvez regarder Le Parrain du début à la fin, les 175 minutes complètes, et vous n'entendrez jamais le mot mafia, ni Cosa Nostra. Le film parle de la famille, des affaires, des accords et des dettes, mais ne nomme jamais directement ce qu'il représente. Et ça n'était pas un choix artistique, c'était le résultat d'une négociation entre le monde du spectacle et le crime organisé réel. Quand Paramount a donné le feu vert au projet, la Ligue italo-américaine des droits civiques menée par Joe Colombo a lancé une campagne de pression agressive. Les autorisations de tournage sont devenues compliquées. Les commerces liés à la production ont reçu des visites inconfortables. Le film menaçait de couler avant même de démarrer. Le producteur Al Rudy a rencontré Colombo en secret. L'accord était clair. Une partie des recettes serait reversée au fonds hospitalier de la Ligue et toute mention de mafia ou de Cosa Nostra disparaîtrait du scénario. Les dirigeants ont critiqué Rudy en privé. Quand le film est devenu le plus grand succès de l'histoire du studio, plus personne n'a mentionné le sujet. Ce qu'il y a d'ironique, c'est que beaucoup d'historiens soutiennent que l'interdiction a amélioré le film. Ne pouvant pas nommer ce qu'il était, le scénario a été contraint de montrer le pouvoir plutôt que de l'annoncer. Les Corleone se sentent hermétiques, secrets, intouchables, comme seuls peuvent l'être ceux qui n'ont jamais besoin de se justifier. La paradoxe finale, c'est que certains membres réels du crime organisé, selon des témoignages de l'époque, ont adopté la terminologie du film dans leurs propres conversations internes. Ils ont commencé à s'appeler Don ou Parrain entre eux, en copiant le vocabulaire d'une fiction censée pourtant les calomnier. Le film, qui ne pouvait pas prononcer le mot mafia, a fini par redéfinir comment la mafia se voyait elle-même. Il serait difficile de trouver un hommage plus involontaire et plus complet à la fois. Numéro 6. L'homme que le vrai crime a placé à l'écran, Luca Brasi et la peur authentique. Luca Brasi est le personnage qui terrifie même les autres mafiosi. Sa présence est inquiétante et primitive, comme s'il appartenait à une espèce de prédateur différente. Et la raison pour laquelle il se sent si authentique, c'est que Lenny Montana, qui l'a interprété, n'était pas un acteur de formation, c'était un lutteur professionnel, videur de boîtes de nuit, et il avait de vraies connexions avec le crime organisé à New York. Il n'avait pas besoin d'imaginer à quoi ressemble quelqu'un de dangereux. Il en avait été entouré toute sa vie. Montana n'a pas été recruté par un casting classique. Il s'est présenté pendant le tournage pour chercher du travail, et Coppola l'a regardé un instant avant de prendre sa décision. Mais quand est venue la scène où Luca Brasi remercie le don de son invitation au mariage, la vraie terreur est apparue du côté le moins attendu. Montana était complètement intimidé par Marlon Brando, non pas comme personnage face à son patron fictif, mais comme homme écrasé par la présence de quelqu'un qu'il avait admiré toute sa vie. Il oubliait ses répliques, bégayait, transpirait sous les projecteurs. Coppola a fait exactement l'inverse de demander une autre prise. Il a construit le personnage autour de cette peur réelle en ajoutant une séquence où Luca répète nerveusement ses répliques avant la rencontre. L'erreur de jeu est devenue le meilleur jeu possible. Peu avant le début du tournage, le gangster réel Joe Colombo avait reçu une balle en public. Le film ne s'inspirait pas simplement des rues, il effleurait de ses bords
quelque chose qui respirait encore. Quand Luca Brasi tremblait devant le don, le spectateur ne regardait pas du théâtre. Il regardait la peur réelle d'un homme dangereux face à quelqu'un qui lui semblait plus puissant que lui. Numéro 5. Le chat errant qui a volé la première scène, l'instinct pur sur tapis rouge. L'image avec laquelle s'ouvre le parrain est l'une des plus connues de l'histoire du cinéma. Don Vito Corleone, dans la pénombre de son bureau, caressant un chat qui ronronne sur ses genoux pendant qu'il écoute des requêtes. Le contraste est parfait. Un homme parlant de justice, de vengeance et de mort avec une créature domestique entre les mains. Ce détail, c'est que ce chat ne figurait dans aucun scénario. Coppola l'a trouvé qui rôdait dans les studios de Paramount le jour du tournage, l'a ramassé et l'a tendu à Brando quelques instants avant de filmer, sans répétition, sans play. Brando, grand amoureux des animaux, a intégré le chat à son jeu avec la naturalité de quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait. Un homme conversant de crime tout en réconfortant un être sans défense, le langage du pouvoir, sans une seule ligne de dialogue. Le problème, c'est que le chat a ronronné de façon tellement sonore et continue que le son direct était inutilisable. Brando a dû enregistrer ses répliques de cette scène en post-production. Mais la présence de l'animal a survécu au montage et est devenue partie intégrante de la définition visuelle du personnage. Un chat errant qui n'aurait pas dû être là a contribué à établir le don comme quelque chose que le cinéma de gangster n'avait jamais produit. Un homme de vrai pouvoir qui n'a pas besoin de crier, parce que le vrai pouvoir ne hausse jamais la voix. Numéro 4, la gifle non écrite, Brando, est la limite du respect. Il y a une scène qui pourrait sembler mineure comparée aux grands moments de la saga, mais qui en dit plus sur le caractère de Vito Corleone que bien des séquences élaborées. Johnny Fontane pleure dans le bureau du don parce qu'il a perdu un rôle au cinéma. Il se lamente, s'effondre dans les sanglots, et alors, quelque chose change sur le visage de Brando. Quelque chose qui ne figurait pas dans le scénario. Les premières versions prévoyaient une réprimande verbale. Brando a décidé que ce n'était pas suffisant, que Vito Corleone ne tolérait pas ce spectacle sans intervention physique. Il s'est levé, a saisi le chanteur par les épaules et lui a administré une gifle nette et sèche qui a résonné dans le bureau. « Comporte-toi comme un homme ». Al Martino, avec peu d'expérience devant la caméra, n'a pas eu à simuler la stupeur. Il était déjà intimidé par le fait de partager une scène avec Brando. Quand la gifle est arrivée, sa réaction était celle de quelqu'un genuinement déstabilisé, raide et maladroite d'une façon qu'aucun réalisateur n'aurait pu obtenir par des moyens conventionnels. Alors, Brando est retourné s'asseoir et a commencé à parler à voix basse, comme si rien ne s'était passé. À ce moment-là, tout ce qu'on avait besoin de savoir sur Vito Corleone était établi. Sa bienveillance est conditionnelle, sa discipline, elle, ne l'est pas. Le reste de la pièce attendait sans bouger, la hiérarchie était parfaitement claire, sans qu'un mot de plus soit nécessaire. Numéro 3, l'homme à la prothèse dentaire, Marlon Brando, est l'invention d'un personnage de zéro. En 1971, les studios avaient officiellement classé Marlon Brando dans la catégorie cas perdu. Paramount refusait de l'envisager, jusqu'à ce que Coppola effectue une manœuvre qui a contourné toutes les résistances. Il a organisé un essai caméra non officiel chez Brando lui-même, avec un équipement minimal et une caméra 16 mm, et il a laissé l'acteur travailler sans filet. Ce que Brando a fait cet après-midi-là, c'est construire un personnage à partir de matériaux improbables. Il s'est appliqué du cirage noir dans les cheveux pour se vieillir. Il s'est bourré les joues avec des boulettes de coton pour créer cet affaissement bulldog de la mâchoire. Il a enfilé un peignoir de soie, a rentré les épaules et a reconfiguré complètement sa posture jusqu'à devenir quelqu'un qui n'existait pas avant cet instant. Quand les dirigeants de Paramount ont visionné le Macario, ils n'ont pas reconnu l'acteur. L'un d'eux a demandé qui était ce vieux Sicilien. Brando avait obtenu le rôle avant même que quiconque vote pour lui. Le coton n'a pas tenu 4 mois de tournage, alors l'équipe a eu recours à un dentiste pour fabriquer une prothèse dentaire sur mesure, surnommée le plumpé, qui poussait les joues vers l'extérieur et donnait à Brando cette présence lourde et inamovible, sans maquillage spécial, seulement du travail dentaire et un engagement total. La prothèse originale existe encore aujourd'hui dans un musée. Et puis il y avait la voix. Brando a rejeté le cliché du gangster qui vocifère et a modelé le murmure rauque de Vito Corleone sur les témoignages du boss mafieux Frank Costello dans les années 50. Costello parlait si doucement qu'il obligeait tout le monde à se pencher vers lui. Brando a compris que le vrai pouvoir n'a pas besoin d'élever le ton. Le vrai pouvoir fait que les autres s'approchent. Numéro 2, le nain, la bataille pour Al Pacino et le rôle que personne ne voulait lui donner. En 1971, Al Pacino était un acteur de théâtre intense et physiquement discret,
avec exactement un film mineur à son palmarès. Pour les dirigeants de Paramount, c'était un inconnu, le studio poussait pour des noms à garantie commerciale Nicholson, Redford, Beatty. Certains témoignages indiquent qu'un dirigeant en est même venu à parler de Pacino en termes humiliants, décrivant son manque de présence physique comme un obstacle insurmontable. Coppola voyait chez Pacino ce que les dirigeants ne pouvaient pas voir parce qu'ils regardaient dans la mauvaise direction. Michael Corleone n'était pas quelqu'un qui impressionnait dans les premières minutes. C'était un jeune universitaire qui essayait de rester en dehors de tout, un héros de guerre se noyant lentement sous la gravité familiale. Il fallait quelqu'un qui fasse paraître la chute inévitable sans que le spectateur la voie venir. C'était Pacino, la pression du studio ne cédait pas et Coppola savait que le temps jouait contre lui. Il a pris une décision tactique. Anticiper la scène du restaurant Louis, où Michael exécute Sollozzo et le capitaine McCluskey. Si Pacino ne la clouait pas, il était dehors avant la fin de la semaine. Pacino a commencé nerveux, presque englouti par l'atmosphère. Ses yeux bougeaient, le bruit du métro aérien vrombissait dans sa tête. Et puis, quelque chose s'est posé en lui. Quelque chose qui se voit avant de s'entendre, un calme, qui quand il a sorti l'arme est devenu quelque chose de froid, de précis et de complètement terrifiant. La salle de projection s'est tue. Voilà l'acteur qu'ils avaient ignoré, voilà Michael Corleone. L'ironie la plus acérée de tout cet épisode, c'est que pendant que le studio doutait de Pacino, il adorait James Caan. Caan avait même été envisagé pour le rôle de Michael lors des premières sessions de casting, bien que Coppola l'ait toujours vu comme Sonny. La préférence du studio pour Caan rendait la position de Pacino encore plus fragile. Imaginez Le Parrain sans le Michael Corleone que nous connaissons. L'histoire du cinéma n'était qu'un mémo exécutif de distance d'être complètement différente. Numéro 1, l'accident qui a inventé le blockbuster moderne et ce qu'on a perdu dans le processus. En 1972, Le Parrain a fait quelque chose qu'Hollywood n'avait pas vu venir. Il n'a pas seulement bien marché, il a complètement détruit l'idée de ce qu'un film sérieux pouvait rapporter. 133 millions de dollars en Amérique du Nord, un chiffre qui mettait le film en conversation avec autant en emporte le vent. Pendant 3 ans, ce fut le film le plus vu de la planète, sans jouets marchandisés, sans effets spéciaux à vendre, sans happy end garantie, juste du pouvoir, de la famille et des conséquences. Puis 1975 est arrivé et tout a changé. Spielberg a lâché les dents de la mer sur le monde et le Hollywood d'avant cet été-là a disparu en quelques mois. Le Parrain était arrivé progressivement via des cinémas de prestige en se répandant par le bouche à oreille. Les Dents de la Mer ont explosé partout simultanément, inventant la sortie nationale massive et le bombardement marketing estival. Le Parrain était quelque chose sur lequel on s'asseyait et qu'on méditait. Les Dents de la Mer étaient quelque chose qui vous faisait hurler dans l'obscurité. À la fin de cet été-là, le requin avait pulvérisé les records des Corleone, devenant le premier film à franchir la barre des 100 millions en une seule saison. Hollywood a tiré la mauvaise leçon avec une rapidité stupéfiante. Avant Les Dents de la Mer, les studios cherchaient des romanciers avec une vision et des réalisateurs avec quelque chose à dire. Après, ils cherchaient des idées qui tenaient en une phrase et qui pouvaient vendre du popcorn et du merchandising pendant des décennies. Ceux d'entre nous qui ont grandi dans les années 80 et 90 ont absorbé Le Parrain tard le soir sur le câble. Laissant son poids et sa maturité s'installer en nous pendant qu'on dépensait notre argent de poche dans le spectacle de franchise que Les Dents de la Mer avaient rendu inévitable. Un film a démontré que l'art pouvait dominer le box-office. L'autre s'est assuré que ça n'arriverait plus jamais exactement de cette façon. Le Parrain reste l'étalon. Et cet étalon, un demi-siècle plus tard, n'a pas bougé. Il y a quelque chose dans cette histoire qui va au-delà du cinéma. Un film que personne ne voulait, réalisé par quelqu'un que personne ne respectait, avec des acteurs en qui personne ne croyait, sur un monde que personne ne voulait nommer, financé par un studio qui a tenté de l'étouffer jusqu'au dernier moment. Et pourtant, ou peut-être précisément pour tout ça, il est devenu la définition de ce que le cinéma peut être quand ceux qui le font refusent de se rendre. C'est ça, Le Parrain. Et c'est pour ça que, 50 ans après, on raconte encore son histoire.